Marie représente toutes ces femmes fortes, blessées par la vie injustement et qui se battent encore. Victimes de violences ou maladies, elle lève la tête. Malgré les défis, elle reste brave et debout. Non pas plier le genou, c'est de là auquel nous vient. Cette force sans laquelle on n'est rien, y'a un joyeuti. Fimuneti kao y'a la mungile isam, y'a un joyeuti. Kola la saman y'a la mungile isam, la marabogoa, gueule de badje, yo, de ma badje. Elle m'écoute chanter la première fois, c'est à un de ses programmes. Elle travaille à la banque avant qu'elle prenne sa retraite. Donc, ils organisaient quelque chose. Et puis, un des messieurs qui m'avait écouté chanter à l'église m'a interpellé. Il dit, viens, Mouchka, moi je sais que tu chantes très bien, viens nous interpréter cette chanson. Et maman était là. Qu'est-ce qu'elle chante celle-là? Moi, j'ai jamais entendu chanter. Et j'ai chanté. J'ai chanté, ma mère elle était dépassée en fait. Elle m'avait jamais vue chanter pour... Et quand j'arrive ici et que je lui dis que je vais faire de la musique, c'était un peu un choc pour elle. C'était un peu un choc pour elle et elle se disait, bon, sûrement, bon, j'ai perdu ma fille et tout ça. Ça va être une catastrophe, c'est sûr que ça va pas marcher et tout. Et quand elle vient, après, à mon mariage, elle vient nous retrouver ici. Après le mariage, les activités reprennent bien sûr. Et qu'elle me voit, je sors, je vais pour un concert, je reviens avec quelque chose dans la main. Elle se dit, attends, tu as gagné tout ça en 2 heures. Tu as gagné tout ça en 2 heures. J'ai dit, oui maman, c'est exactement ce qui s'est passé. Elle dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Et je crois que depuis le moment, cette partie-là, elle a compris, c'est que il y a encore une petite lutte qui est là pour qu'elle comprenne les choses parce qu'elle est loin, elle est au Gabon. Elle n'est pas avec nous. Il y a des choses qu'elle ne comprend pas encore, mais je crois que voilà, ça va venir. Donc c'est important, les personnes avec lesquelles on s'entoure, qui nous entourent. Le partenaire bien sûr, mais aussi, je veux dire, les sœurs, les frères, les belles-sœurs, etc. Et c'est dur, hein? C'est tout un processus au fur et à mesure, mais on dit souvent, les gens dans le secteur culturel, on a l'impression que oui, elle a raison, que genre que Denis Tchahan, qu'on est dans notre délire, quoi, on s'amuse. Mais quand le Tchahan paye les factures, paye les études, paye le... Non, c'est vrai, c'est la réalité. Quand le Tchahan devient un levier dans la maison, on arrête de te regarder comme si Denis Tchahan, et aussi, tu dois imposer ça. Parce que la vérité, c'est qu'on ne peut pas te disrespecter pour ce que tu fais, si c'est ce que tu fais qui nourrit tout le monde et qui fait fonctionner la maison. Donc à un moment donné, il y a une lutte que tu dois avoir vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de tes répondants dans la famille. Et les gens savent te respecter. Ils savent respecter à la fois ce que tu fais, comment tu le fais. Ils peuvent ne pas comprendre, mais les gens peuvent respecter ça. Parce qu'on est dans des sociétés bien vraies, qu'on considère aujourd'hui comme patriarcales, mais les gens reconnaissent que les femmes, elles ont beaucoup de jobs et de boulot. Et qu'elles n'attendent personne pour nourrir leurs enfants. Elles n'attendent personne pour s'occuper de la scolarité du petit frère ou de la petite sœur. Toi, tu as vécu dans une maison familiale où prendre en charge sa famille, c'est bien sûr oufler, s'en occuper, être là pour câliner quand il y a un bobo, engueuler, etc. Mais ça implique beaucoup d'autres choses dans les familles dans lesquelles on grandit. Et il faut pouvoir, à un moment donné, imposer aussi le respect. Et il y a des décisions que tu prends. Et des fois, c'est ta maman qui les appelle, qui dit, ah Fatima parce qu'elle travaille, elle a une exposition, elle ne peut pas venir. Et tu vas voir tes sœurs dire, ah oui, mais ma fille t'a dit ou ma fille t'a... Parce qu'effectivement, ils se rendent compte que c'est sérieux, c'est pas des blagues. Et aussi, il faut ce que tu mets dans le travail, l'énergie que tu y déploies. Et là, ils te voient travailler jusqu'à 1h du matin, ils te voient être derrière ton ordi alors qu'eux tous ils sont allés se coucher. Donc il y a plein de petites choses et des éléments comme ça. Ça ne veut pas dire que ça règle tout et que c'est dans toutes les familles que ça marche. Mais il y a des familles dans lesquelles ça peut marcher. Et moi, je suis convaincue qu'au fur et à mesure qu'on va pousser là, ça va venir par s'installer. Il y a des endroits où ça s'est déjà installé. Et il y a des personnes qui sont dans leur métier avec une personne qui est aussi du métier. Donc, qui sait combien c'est dur, combien c'est compliqué et quel équilibre il faut trouver par rapport à ça. Ça ne marche pas toujours.
Mais parfois ça marche, il faut le reconnaître. On a eu beaucoup ces débats-là, parce qu'on a une association qui s'appelle Genji, qui regroupe des femmes qui sont dans les cultures urbaines. Et cette question financière, on n'en parle pas beaucoup, mais la réalité c'est ça. Quand le Tcharan, ce qu'ils appellent entre guillemets le Tcharan, paye les factures, là, ça devient autre chose. Moi, ce n'est pas une question financière qui a réglé une partie de ça, mais ma chance, c'était mon père, qui a 85 ans, genre, je le vois, il est au village, mais quand j'ai dit, papa, on va au Festival d'Avignon pour un stage, il m'a dit, quoi? Donc toi, ce que tu fais depuis quelques années là, c'est pas des blagues. Mais je lui dis, mais j'ai toujours dit que je travaille. Heureusement que lui, genre, il connaît un peu le théâtre à travers la radio. Hein. Et il était là à m'expliquer, tu sais, c'est quoi le Festival d'Avignon, tu vois? Et là, aujourd'hui, moi, quand je prends la décision de quitter la grande maison Pikine pour aller habiter à Ouakam, tous les hommes, genre, ils ont appelé mon père pour dire, c'est pas possible. Tu es la plus petite, tu n'es pas mariée et tu loues. C'était tout un débat et comme tu as dit, la maison s'écroule, mais moi je dormais tranquille. Parce que mon père était là, qui disait, après il m'appelle pour dire, telle personne m'a appelé, ton grand frère, il peut me dire, 5 personnes l'ont appelé la journée, mais il me dit, moi je te fais confiance, tu peux dormir tranquille. Et ça, mais ça dure, en fait, on ne te lâche pas. Il y a la question, tu vas te marier quand, ou tu vas avoir quand un enfant, ou le divorce là, c'est tout un problème. Et puis il y a le partenaire, c'est comme tu dis, c'est un travail d'équipe, comme ça se passe au bureau. On ne peut pas tout gérer, mais à un moment donné, il y a des choses aussi. Fatou Kandé me disait, genre tu retournes la faute chez eux. Parce que moi je dis à ma mère, moi j'ai beaucoup appris à Africulture urbaine, des choses que vous ne m'avez pas appris à la maison. J'ai connu telle ou telle personne, j'ai connu telle personne. Et ça, je l'ai appris dans la rue. Donc ça, tu ne peux pas me laisser partir à l'école, lire tel livre, connaître telle chose et me demander de ne pas intégrer ça dans ma vie. Il y a un... Oui, et puis il y a tout un débat qui sort, donc je laisse ce débat-là pour faire mon travail. Après, on va parler d'autres choses. Mais ce qui est compliqué, c'est que ça ne te lâche pas. C'est des escaliers que tu montes, mais tu n'arrives jamais au sommet, en fait. Et ça, je finis par ça, le mentoring. Moi, le rapport de Fatou et sa mère, moi j'étais là, genre Fatou, 50 ans quoi, et sa mère qui l'appelle, qu'est-ce que tu fais à Abidjan alors que ton mari est là? Le lait est à l'université. Genre Fatou est là, amna 7. Tu vois ça? Genre sa fille a une fille. Mais la mère est encore là à lui dire, qu'est-ce que tu fous dans tel pays alors que ton mari est là? Donc si elle, à 50 et quelques, elle a encore ses problèmes, je me dis, mais Ina, calme-toi, tu vas jamais gérer ça. Ils avaient déjà investi tous leurs espoirs sur le premier et le deuxième. Moi, je suis arrivée 11 ans après la première, donc j'étais un peu le dernier enfant qu'on a un peu laissé. Et du coup, j'ai pas eu d'influence, j'ai pas eu de pression. Et en même temps, ça a été aussi ma souffrance, d'une certaine manière, parce que j'ai pas été investie dans les fantasmes de mes parents. Mais ce qui était assez intéressant, c'était qu'en même temps, moi, mon père est libanais, mais libanais du Sénégal. Et du coup, il a quand même une certaine culture. Et ce qui était assez intéressant, c'est que quand je suis revenue au Sénégal, j'ai ressenti une culture que j'avais pas eue jusqu'à mes 18 ans ou 20 ans. Mais le fait d'être ici, c'était comme s'il y avait eu un nouvel investissement sur moi, mais quand j'avais 30 ans, ce qui était très très étrange. Et ça a été essentiel, le fait de voir que ce que je faisais, c'était pas simplement pour faire des espaces de discussion qui rapportaient pas d'argent. En fait, le fait d'avoir de l'argent et le fait d'être reconnu aussi dans son propre pays et dans son milieu et par sa communauté et par la télé sénégalaise, et ben bizarrement, ça a vraiment joué
dans le fait d'accepter le cheminement que je faisais, parce qu'ils n'étaient pas du tout dans la culture, c'est pas du tout leur milieu. Donc proposer une exposition, ça paraissait complètement farfelu pour eux. Et donc ça, le Sénégal m'a vraiment permis en fait de trouver une reconnaissance au sein de ma famille. Non, avec plaisir, je répondrai à ta question. Je pense que foncièrement, j'ai été dans la musique pendant 6 ans. On produisait un album par an et c'était à 99,9% sur fonds propres. Mais j'ai arrêté parce que j'ai été dégoûtée de... je ne produis plus de musique. C'est quelque chose que j'ai quitté juste après avoir eu mon fils parce que je me suis rendu compte que j'investissais beaucoup de temps et d'énergie pour des artistes, des hommes en l'occurrence, qui étaient très ingrats et très peu sérieux dans ce qu'ils devaient investir. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, ça m'a vraiment dégoûtée. Et je me suis dit, si je continue là-dedans, je vais devenir amère et je ne voulais pas que ça me transforme. Et je ne voulais pas non plus que ça me dégoûte de la musique parce que moi, j'ai besoin de la musique pour vivre, quoi. Je vis avec la musique, littéralement, tu vois. Donc oui, j'ai trouvé que dans la musique, c'était pas... J'ai pas vu ce que je recherchais. Et j'ai trouvé que les artistes dans la musique, même si j'ai toujours des relations avec toute cette scène que je connais très bien, ils sont vraiment trop égocentriques, selfish, masculino, toxiques, quoi, tu vois. Tout le genre. Et ça, c'est une expérience vraiment, voilà. Après, c'était pas le cas de tout le monde. J'ai un peu comme Ina, quand même, eu des modèles bienveillants dans la culture urbaine, etc. Il y en a. Mais voilà, disons que dans les arts visuels, c'est vrai que je suis retournée à ça parce que j'ai trouvé beaucoup plus de des gens qui sont plus nités en fait. Après, je pense aussi qu'avoir été dans ces différents secteurs m'a permis aussi de comprendre qu'il y a différents types d'individus et que quand on travaille dans la culture, on doit être aussi ouvert à tous ces types d'individus. Et parfois, il y a des gens qui sont fous, parfois, il y a des gens qui sont peu intéressants, parfois, il y a des gens qui sont très intéressants, parfois, il y a des gens qui sont illuminés, d'autres non, enfin voilà. Et c'est l'art, quoi. Donc, on accepte aussi ça. À quel point ça pesait sur mes épaules qu'on commente ma tenue, ma coiffure, les chaussures, à quelle heure je rentre ou je rentre pas, combien de temps je passe dans le bureau avec tel ou tel collègue, qu'est-ce que j'attends pour me marier ou pour faire des enfants. Et il m'a fallu un moment pour me rendre compte que la question ne m'était pas posée ici. Et je me suis dit, mais en fait, ça, c'est un poids que tu portais. Et c'est comme si tout d'un coup, on t'a enlevé un poids. Et du coup, cette part de ta charge mentale-là, elle n'est plus là. Tu n'as pas à faire attention si tu as mis ta tenue du vendredi. Tu n'as pas à faire attention. Bien sûr, entre nous, et les femmes entre elles, peuvent poser des codes et créer des systèmes d'oppression. Ça, c'est très réel aussi. Mais je n'ai pas trouvé ça quand je suis arrivée. Et ça m'a donné la possibilité de me libérer de certaines choses. Et ensuite, dans la charge du travail, du fait d'être multitask et de vouloir tout faire et de pouvoir tout faire, il a fallu, et ça c'est une négociation encore aujourd'hui, que j'essaie de trouver un équilibre entre le temps de ta famille, le temps des enfants, des neveux, que tu prends le week-end, mais que du coup, si tu es sur une période de forte programmation, tu les prends pas le week-end parce que tu veux pas. Et comment ta famille reçoit ça, le temps, les fêtes, les cérémonies, etc., etc. Et on a mis en place des systèmes qui permettent à chacune de pouvoir s'y retrouver. On est aussi très conscient de ce que ça veut dire CI dans une famille où toutes les belles-sœurs sont dans la même maison. Ce que ça implique, tout riz pour la cuisine, le week-end c'est pour toi, etc. Il y en a parmi nous qui ont trouvé des stratégies de contournement extraordinaires. Et je pense que l'une des choses clés, et c'est pas moi qui l'ai dit ici, c'est Louchka, c'est le partenaire. La personne
qui est soit dans ton cheminement avec toi, comme tu l'es avec lui, peu importe qui c'est, et la compréhension que cette personne a de ce que tu fais. Il y a des combats que tu n'as pas à mener. Il y a des combats que tu ne mèneras jamais. Parce qu'on règle ça pour toi. C'est-à-dire que la maison s'est effondrée pendant que tu as passé ta journée, tu as monté une expo jusqu'à 3 h du matin. Le monde s'est effondré à la maison. Toi, tu arrives, tu sens qu'il s'est passé un truc, tu sais pas quoi. Les gens de ma génération ne connaissaient pas les artistes de leur génération. Je me suis dit, il y a un problème. Et effectivement, à l'époque, il n'y avait pas de médias spécialisés. Il y avait le Soleil, mais qui lit encore le Soleil? Très peu de gens. Enfin voilà. Donc j'ai monté ça comme ça. Et en fait, après avoir fait presque... Il y avait Agent Dakar était à ce moment-là un agenda culturel. Mais je ne trouvais pas... J'ai commencé à interviewer des artistes et à vouloir documenter cette scène-là parce que je n'avais pas trouvé dans la scène à l'époque, ça fait 14 ans maintenant, ce que je cherchais. Donc, une mentor m'a dit, Sylviane Jo, pour ceux qui la connaissent, elle m'a dit, mais monte ton truc, fais ton truc, et puis même si c'est pas parfait, c'est pas grave, l'essentiel c'est de communiquer sur cette scène. Et je regrette pas de l'avoir fait parce que sans ça, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai aussi beaucoup évolué et tout est connecté. Aujourd'hui, je suis à la communication de l'Institut français, mais je ne serais pas à la communication de l'Institut français si je n'avais pas fait 14 ans de communication des scènes créatives et culturelles. Et si je n'avais pas travaillé avec tous ces hommes dans la musique, dans le cinéma, parce que j'ai fait la production audiovisuelle aussi, je ne serais pas capable de mieux servir les femmes aujourd'hui. Et c'est vraiment la volonté que j'ai. Depuis, en tout cas, que je suis maman, je me suis dit, bon, on va changer le monde comment? On va investir sur les femmes parce qu'en fait, j'ai trouvé que dans ce pays-là, c'était les plus travailleuses, les plus volontaires, les plus résilientes et que c'était celles qui avaient le moins de soutien. Donc, je ne sais pas si c'est un sentiment qui est partagé. C'est partagé. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Marie était belle et remplie de rêves. Son désir était d'être une femme modèle. Mais elle tomba enceinte juste à l'âge de 15 ans. Délaissée par les siens, abandonnée sans raison. C'est ici que j'ai démarré ma carrière. Je chante depuis très jeune, mais c'est ici que j'ai démarré ma carrière. Ça n'a pas toujours été facile. Ça n'a pas toujours été facile parce que c'est, on va dire oui, on va dire que c'est une sorte d'autoproduction parce que c'est mon mari qui me soutient depuis le début. C'est lui qui m'encourage, c'est lui qui m'a toujours fait voir voilà, que je pouvais utiliser mon talent pour toucher plusieurs personnes, pour pouvoir partager ce que je vis. Parce que, pour la petite histoire, il y a beaucoup des chants que je chante qu'il a écrits. Mais si vous écoutez ces chants-là, vous auriez l'impression que c'est moi-même qui les a écrits. C'est comme si j'ai toujours eu l'impression qu'il avait une sorte d'œil. Il avait une sorte d'œil sur moi. Il pouvait voir, il pouvait lire des choses à travers moi. Et c'est ça qui l'inspirait à écrire. En plus de, voilà, comme je crois beaucoup à la puissance de Dieu, et je crois que le Seigneur l'a utilisé également pour pouvoir ressortir ces choses-là. Et c'est vraiment un grand soutien. Il y a, moi, j'ai pas eu de forme de discrimination, par exemple, dans le milieu. De recevoir comment les gens te perçoivent, par exemple. Je ne sais pas si ma question est claire. Oui. Je prends ta question et je vais la balancer aux deux mamans qui sont là, parce que je trouve que c'est une très bonne question. Alors, je te réponds, mais s'il vous plaît, que la parole circule ensuite vers vous, Aïssatou et Anouchka. Je pense que oui, je pense que devenir mère, ça m'a complètement changé. Et je pense que
enfin je suis juste dans la grâce et la reconnaissance, quoi, tu vois. Mais dans l'analyse, dans le rapport aux autres, dans la patience, moi j'avais un caractère et j'ai toujours beaucoup de caractère et je pense que ça m'a beaucoup apaisé d'avoir des enfants. Et la patience qu'on doit avoir quand on a des enfants fait que je suis aussi beaucoup plus patiente avec mon environnement professionnel et culturel. Et que contrairement à ce que les gens pensent, on est très exigeant dans la culture. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je veux vraiment insister parce que souvent, les gens au Sénégal, ou en tout cas dans les environnements que j'ai traversés, croient que oui, parce que tu travailles dans la culture, c'est léger, quoi. Et non, en fait, on bosse 10 fois plus que les autres et on doit être multitask et on doit gérer tout ce que la société pense de nous et. Donc oui, les enfants, ça m'a changé. J'ai décidé de ne plus être scientifique pour être dans le milieu des arts. Et on m'a toujours dit que oui, c'est bien les arts, tu sais. Tu peux le faire quand tu auras du temps, mais s'il te plaît, va être agronome. On a besoin de ça dans la famille. Tu dois être une scientifique. Et puis ma mère m'a toujours rappelé que oui, une femme exemplaire, elle ne doit pas faire ce genre de métier. Tu dois faire attention, tu dois te faire petite, tu dois faire discrète. Et puis après ça continue. Moi, la chance que j'ai, c'est que ma première expérience, je l'ai vécue en tant que jeune conservatrice du musée de la femme. C'était ma première expérience. Et du coup, j'ai rencontré des gens comme Mme Annette Bader-Neville, Mme Madeleine Devez-Senghor, toutes ces femmes-là qui, quand elles me parlaient, je voulais lâcher. Billahi, je voulais lâcher. Parce que je suis venue, j'étais jeune. J'ai trouvé là-bas, au musée, des employés qui avaient l'âge de ma mère, de ma grand-mère. Et parfois, avec qui je ne pouvais pas collaborer parce que je leur demandais de faire des choses, ils me disent arrête, tu n'as même pas 20 ans, c'est pas toi qui vas me dire ce que je dois faire. Elles ont commencé à venir à 13h au lieu de 11h, à me demander de faire leur travail à elles parce que c'était mes tatas. Donc, je ne peux pas faire une programmation pour elles ou faire une stratégie annuelle pour elles. Je dois me remettre à ma place parce que je suis une petite sœur et que ce n'est pas moi qui dois décider de leurs horaires. Ça, je l'ai vécu, c'était pas en famille, c'était en milieu professionnel. Et puis, j'ai dit, je vais lâcher. Après, j'ai pensé à Mme Annette, mais j'ai dit, mais elle était la seule femme journaliste à l'époque. Elle a quand même réussi à faire quelque chose. Elle a fait ça. Et c'est parce qu'elle a résisté. J'ai dit, je vais résister. Mais j'ai résisté. À un moment donné, j'ai dit, ah boy, je crois que tu dois aller affronter d'autres réalités. Donc, je crois que à cette période-là, j'ai connu Ina Cham, qui m'a beaucoup aidée parce que il y avait, comment ça s'appelle encore Urban Woman Week. J'ai fait ça, on avait des coachs femmes, il y avait, comment elle s'appelle, Nilan Cham. Mais elles nous ont tellement boosté qu'après j'ai eu honte de moi. J'ai dit, moi j'étais en train de faire le syndrome de je sais pas quoi. J'ai dit, moi je vais arrêter de douter, je vais aller les affronter, ces femmes-là. Et grâce à Ina, à Nilan et tout, après j'ai continué ma carrière, j'ai dit, je ne vais pas lâcher. C'est pas dans le milieu, parce que dans le milieu musical au Sénégal, je suis rentrée dans ce milieu-là il y a déjà plusieurs années. J'ai travaillé avec des hommes, j'ai travaillé avec plusieurs personnes et j'ai toujours été soutenue. Ils m'ont encouragée, j'ai appris de beaucoup d'entre eux. Ils m'ont toujours soutenue. Même quand à des moments je me disais que c'est pas sûr que ça va marcher, même si on essaie, peut-être que c'est un message qui ne serait peut-être pas souvent perçu par une certaine catégorie de personnes. En fait, trouver ma place, c'était pas souvent évident. Donc ces personnes-là autour de moi m'ont toujours encouragée, m'ont toujours soutenue. Et voilà, en gros c'est ça. Bon, dans le côté femme au foyer, parce que c'est souvent le point qui nous embête le plus. Quand on a des enfants, j'en ai deux. Un grand garçon qui a 12 ans et 11 ans, donc il aura 12 ans en octobre. Et sa petite sœur a 2 ans, elle aura 3 ans en septembre.
Ça, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Il faut une grosse organisation souvent parce que tu es entre les activités de la musique, entre le petit boulot que tu t'es fait et la maison, et gérer ici, et gérer là-bas. Je crois que je suis soutenue. Oui, mon mari est là, il m'accompagne, c'est lui qui est derrière là-bas. Le mari, tu es où? Il se cache. Le mari, ne te cache pas. Viens, viens. Viens dans le il s'appelle Stéphane. Stéphane, oui, rejoins-nous, pardon. C'est mon guitariste, c'est mon producteur, c'est lui qui... À New York, quand j'avais 20 ans, 21 ans et que je faisais mon premier job, c'était hyper difficile parce qu'on rentre dans un milieu de requins. Le monde de l'art et surtout au niveau du marché, c'est un milieu très difficile où il y a une dynamique de pouvoir très importante, d'autant plus avec les personnes qui ont de l'argent et qui sont des collectionneurs et où il y a des intérêts et où on n'agit pas simplement juste en sa personne mais pour un lieu, pour une galerie, pour une institution. Et ça a été très difficile parce qu'en même temps, on veut préserver l'intérêt de l'institution qu'on représente, mais en même temps, on a son intégrité personnelle. Et ça, il n'y avait pas de système, il n'y avait pas de soutien. Ce dont tu parles, Fatima, c'est hyper beau, mais dans le cas dans lequel j'étais, ça n'existait pas. Et je crois que c'est exactement ça qui m'a motivée de créer un lieu où justement cette culture et ce manque d'éthique ne soient pas là, de ne pas reproduire ces codes. Je comprends en fait l'approche de Fatima et je pense que nous-mêmes qui ne sommes pas là en tant que membres ou qui travaillent ici, on le sent. Moi, à chaque fois que je viens à Ro, c'est comme un soulagement, il y a une sensation où tu sais que c'est des gens que tu connais, c'est des gens qui comprennent. Parce que moi, quand je pense à mon parcours personnel, où j'ai vécu pendant longtemps dans un bureau où j'étais la seule femme, où que je devais me battre 2 fois pour ne pas être celle qui débarrasse quand on mange. Et que dans ma pratique artistique, je pense que c'est ça qui est revenu à chaque fois, sans que je m'en rende compte, que je voulais qu'on me voit en tant qu'artiste lambda et qu'on n'attende pas de moi que je fasse un travail qui réponde aux questions de nos femmes. Et que, parce que je suis une femme, parce que j'ai parfois envie de toucher à toutes les questions, je suis une artiste lambda, mais que le vécu fait ressurgir dans mon travail des séries, par exemple, qui sont vraiment liées qu'aux femmes. Et ça, on en a besoin, en fait, d'avoir ce... Comment tu l'appelles? Cette communauté féminine qui comprenne à l'avance la personne ou qui comprenne certains moments de notre vie, que ce soit d'une vie familiale ou artistique. C'est important en fait, parce qu'à chaque fois, nous, par exemple moi dans mon travail, je suis plus à l'aise à te montrer une série que j'ai fait, que je n'ai pas encore sortie, ou à Aïcha Dem, plutôt que de montrer ça à une autre personne, à un homme par exemple. Parce qu'à un moment donné, tu as besoin de quelqu'un d'un œil extérieur qui sache, qui a un regard sur le travail, mais qui sait qui a fait ce travail-là. Et moi, si je parle de pire journée, je le vis là. C'est ma pire journée, genre, aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais ces moments-là. Parce qu'il y a beaucoup de moments d'introspection où tu te demandes c'est quoi ta limite dans ton travail, elle est où ta communauté en réalité, comment cette communauté intervient dans ton processus artistique. Parce que c'est un besoin qui arrive à un moment donné et que tu as envie de le trouver tout de suite. On en parlait tout à l'heure avant le début. Et j'avoue que moi, je vis ces moments-là. Et c'est trop de questions. Pas forcément.
forcément dans cette pire journée, mais est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit non, je ne vais pas faire ça, parce que sinon, cette question de genre, elle va me revenir plein dans la gueule. Excusez-moi du terme. Je vais te faire une contre-réponse. Parce que le fait d'être dans cet espace-là et de travailler ici m'a donné la permission, moi, de vivre pleinement la pire journée d'Aïssatou et d'embrasser le deuil d'une manière totale et absolue parce que je pouvais me reposer sur une communauté de femmes et de personnes qui étaient capables d'embrasser la perte et la violence de cette perte-là. Donc, c'est pour ça que je te dis, je vais te faire une contre-réponse parce que j'étais en train de penser à les différentes épreuves qu'on peut avoir dans nos métiers. Et c'est vrai que la perte d'un être cher, spécifiquement dans ce corps de métier-là, c'est comment tu négocies avec toi, ta personnalité, avec ta famille, pour qu'ils comprennent pourquoi tu ne peux pas être là, pourquoi. Et je pense qu'une des chances que j'ai eues, au moment où moi ça m'est arrivé, c'est que j'étais ici. Et donc j'ai même embrassé un mois ou deux de deuil parce que c'était nécessaire. Et ça a été... Il y a eu tout un système qui s'est créé pour te protéger. Et c'est assez unique, c'est assez exceptionnel. Maintenant, on a tellement de challenges dans ce qu'on fait au quotidien, que ce soit au niveau des montages d'exposition ou même, mais une des expériences qui m'a rappelé pourquoi c'était important de pouvoir travailler en communauté et d'être dans un groupe de soutien, en tout cas dans la construction de nos profils et de nos carrières artistiques, c'est quand on est allé faire l'académie à Douala. C'était génial, c'était un beau territoire à explorer, c'était nouveau pour nous, mais c'est exactement dans ce temps-là que j'ai réalisé que ce qu'on avait ici, c'était particulier. Marie représente toutes ces femmes fortes, blessées par la vie injustement et qui se battent encore. Victimes de violences ou de maladies, elle lève la tête. Malgré les défis, elle reste brave et debout. Non pas plier le genou, c'est de là auquel nous vient cette force sans laquelle on n'est rien. Y'a Buljoyati, Fimunetika, y'a la Mugileisam, y'a Buljoyati, Kola la Saman, y'a la Mugileisam, la Marabugawa, get the budget, yo, then my budget, get the budget, yo, then my budget. Night, while you see the love around you, while you see the best near you, so fix your eyes on the mirror and look out, you're so beautiful. Don't allow blackout in your life, yeah. Fix your eyes on the mirror and look out, you're so beautiful. Don't allow blackout in your life, yeah. When you fell down and you lost your way in life, never give up. Sometimes all is going on and things are going harder. Never give up. When you fell down and you lost your way in life, never give up. Sometimes all is going on and things are going harder. Oh, never give up. Oh, no, never give up. Oh, no, never give up. Oh, no, never give up.